Bonjour, j'ai le plaisir de partager avec vous mes impressions, mon sentiment et peut-être mes conseils, mon approche concernant la reprise de l'activité après cette période de confinement. Vous venez de vivre une expérience de confinement particulière, inédite, au cours de laquelle vous avez été brutalement interrompu dans votre activité, qui a duré très longtemps, une période très longue à laquelle nous ne sommes pas habitués. Et aujourd'hui, vous êtes confronté à l'enjeu de la reprise. J'aimerais vous faire partager mon sentiment fort d'une expérience de 33 années d'omnipratique avec une dominante de traitement global, de parodontologie, d'implantologie, mais également avec ma casquette d'hypnothérapeute et de praticien en thérapie brève, ce qui me permet d'avoir un éclairage aussi sur un plan psychologique qui est sans doute un peu différent et plus complet. J'exerce par ailleurs en thérapie brève et en hypnothérapie de manière exclusive depuis 2019. Alors ce confinement, comme je l'indiquais, il a duré très longtemps. L'organisme s'est habitué à l'arrêt de l'activité. Il s'est habitué dans une espèce de torpeur un petit peu rassurante parce que vous avez simplement été mis à l'abri, et étant mis à l'abri avec ce sentiment un petit peu particulier et diffus que vous étiez ainsi protégé d'une infection possible par le virus. En même temps, pendant cette période d'inactivité, l'organisme a été contraint d'adapter son rythme et pour la plupart d'entre vous, vous aurez pu constater qu'il était peut-être difficile de maintenir un rythme de coucher, de lever, un rythme circadien habituel dans un contexte qui était très particulier, d'autant plus que l'enfermement crée aussi les conditions d'un changement de comportement. La reprise d'activité peut être envisagée évidemment comme une libération avec un certain enthousiasme, avec la perspective de pouvoir reprendre aussi une activité sociale, de retrouver des liens sociaux, la qualité des liens humains qui faisaient sans doute une partie de votre richesse dans la vie courante. Et en même temps, une fois de plus, ce déconfinement n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Très probablement, certains d'entre vous ressentent une certaine anxiété qui peut être liée au fait d'être à nouveau confronté à un virus, un ennemi invisible dont on ne sait pas très bien quel est le danger qu'il représente, dont on ne sait pas très bien quels sont les risques et les enjeux à venir dans les semaines et les mois à venir. Donc, une situation dans laquelle, finalement, la liberté s'accompagne de la confrontation avec un danger qui est toujours existant. Vous pouvez être aussi anxieux simplement parce que la reprise d'activité n'est pas quelque chose de simple dans un contexte très particulier, dans un contexte sanitaire où il faut prendre un certain nombre de précautions, où il faut tout simplement préserver des patients d'un risque de transmission nosocomiale du virus et également vous protéger vous-même, protéger votre famille, protéger vos équipes. Il y a donc un aspect psychologique à la gestion du risque qui est tout à fait particulier à cette situation. Vous serez confronté à ce que vous ressentez sur le plan émotionnel des risques que vous prenez en termes de santé. Vous serez confronté aussi à la responsabilité qui est la vôtre dans la gestion de vos équipes de soins et également à la psychologie des patients qui eux-mêmes vont être aux prises aux mêmes anxiétés et aux mêmes problématiques peut-être que vous et celles qui sont surajoutées du fait même de l'entreprise de soins dans un contexte de contagion virale. Il faudra aussi aborder la question de l'économie des structures de soins dans la mesure où les conditions très particulières de la reprise et les moyens qui devront être mis en œuvre pour reprendre une activité dans ce cadre-là font peser sur l'activité du cabinet une hypothèque économique et de gestion qui est absolument inédite également. On pourrait dire qu'il n'y a pas de sécurité, de sentiment de sécurité, de sérénité sans cette sécurité économique. Alors, le 11 mai, quels sont les objectifs ? Il va falloir organiser au sein de vos équipes et au sein de vos établissements la sécurité sanitaire. Protéger les équipes,
protéger les patients et éviter la contamination nosocomiale, ça va de soi. Tous ces objectifs sanitaires, à proprement parler, sont envisagés dans un certain nombre de documents qui vont vous être opposables, qui seront sous l'égide notamment du Conseil national de l'ordre, mais il en existe d'autres, et qui finalement vont régir en grande partie l'activité sur un plan technique, vous contraignant à un certain nombre de dispositions et de dispositifs qui vous permettront de soigner vos patients en toute sécurité, à la fois pour vous-même et pour vos équipes. L'objectif, c'est quand même secondairement, mais au premier plan, de travailler dans le calme avec une sérénité maximum, une ambiance rassurante pour vous, évidemment pour l'équipe de soins, mais également pour vos patients. Et enjeu, et non des moindres, assurer dans tout ce contexte si particulier le rendement économique de vos structures. Alors, quels sont les piliers de la réussite d'un changement d'une manière générale? Les changements au plan psychologique ne sont pas dictés par la volonté. Alors, si vous prenez l'exemple simplement de quelqu'un qui est addict à la cigarette, et qui sait très bien que c'est très mauvais pour sa santé, il a totalement conscience que fumer est tout à fait délétère pour sa santé et pour son avenir. Il a éventuellement ce désir, cette volonté d'arrêter de fumer, mais la volonté ne suffit pas. Ça sera la même chose pour quelqu'un d'obèse et qui est obèse parce que il est soumis à ses pulsions en termes d'alimentation. Cette personne saura très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire pour s'arrêter de manger ou de grignoter toute la journée ou de manger de manière excessive, mais elle n'y parvient pas. Ça ne dépend pas de la volonté. Le premier pas nécessaire pour changer les choses, c'est le désir. C'est cette envie et ce désir très profond qui peut nous permettre d'aller vers le changement et qui est le levier le plus puissant. Il faudra donc travailler sur cet aspect du désir avant toute chose et avant l'esprit de la volonté. Pour y parvenir, il faudra également une grande rigueur dans l'organisation. Plus vous serez organisé, plus vous serez rigoureux dans le choix des protocoles, de la méthode, dans l'organisation du management du cabinet, et plus cette étape vous paraîtra facile. Il faudra élaborer des protocoles qui devront être écrits, qui devront être précis, qui devront être partagés avec vos collaborateurs, avec votre équipe. Il faudra soigner particulièrement la communication au sein de votre équipe et également soigner la communication auprès de votre patientèle. L'une des clés dans cette communication qu'il faudra instaurer à une période très particulière, c'est l'empathie, c'est-à-dire l'autre doit être au cœur de toute votre attention et doit être au cœur de façon bienveillante. Il faudra adopter aussi une méthode de communication non violente. Vous serez certainement confronté à un stress particulier auquel vous serez vous-même soumis, mais également probablement à des situations de stress que vous renverront vos équipes, vos assistantes, vos secrétaires et également vos patients qui eux-mêmes, je le répète, vont évoluer dans un contexte de soins qui peut être anxiogène et qui est de toutes les façons inédit. Quels sont les piliers de la réussite de ce changement? L'un des premiers leviers, c'est l'écoute. Il va vous falloir être particulièrement à l'écoute et peut-être être d'abord à l'écoute avant d'avoir envie de vous exprimer. Écouter, ça va vous permettre d'écouter les plaintes de votre entourage au cabinet, les plaintes de votre patient. Et ces plaintes, plutôt que de vouloir y apporter une réponse de manière automatique ou simplement une réponse parce que vous aurez à cœur de vous positionner par rapport à cette plainte, il faudra plutôt l'interroger, c'est-à-dire procéder par questionnements successifs pour arriver à approfondir la nature de cette plainte et vous connecter réellement à votre interlocuteur. Il faudra également, de cette façon, ça vous permettra également de recevoir la plainte dans la reconnaissance de l'autre, dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a à exprimer. C'est un aspect extrêmement important de la communication et à partir du moment où l'autre a le sentiment d'être entendu, d'être reconnu dans sa plainte, la communication réelle peut commencer. Il vous faudra aussi être attentif aux suggestions et aux idées, et notamment au sein de votre équipe. La construction de ce que vous allez élaborer pour permettre la reprise dans un climat serein va se faire en équipe et chacun pourra y apporter sa pierre.
vous pourrez accueillir toutes les questions qui viennent et vous aurez à cœur d'accueillir toutes ces questions sans rien dramatiser, simplement parce que cette période particulière, ce contexte particulier amène une série de questions qui sont elles aussi inédites. Il vous faudra probablement apprendre à gérer les émotions ou peut-être perfectionner ce que vous faisiez déjà auparavant dans le contrôle des émotions, les vôtres, mais aussi celles de votre entourage. Et afin de parvenir à gérer ces émotions, je vous dirai en fin d'exposé quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser, et notamment la cohérence cardiaque, l'accompagnement managérial et psycho-affectif des professionnels et le coaching. Alors en pratique, quels sont les moyens et méthodes que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Il va y avoir la gestion managériale des équipes, c'est-à-dire comment gérer les relations au sein des équipes, comment mettre chacun à sa place, que chacun ait un rôle bien défini, des tâches précises et des fonctions claires. Il faudra également envisager la communication envers la patientèle avant le 11 mai. De manière stricte également, prévoir l'organisation des rendez-vous d'une manière probablement nouvelle pour vous. Il faudra également envisager la communication avec les patients à la reprise, gérer votre cabinet pendant la phase épidémique d'une manière différente, optimisée, et enfin, pour vous-même, mais également par les conseils que vous pourrez dispenser autour de vous, adopter une hygiène de vie et une gestion du stress adaptée à la situation. Alors, envisageons d'abord la gestion des équipes. Elle va passer d'abord par la rédaction du protocole, c'est-à-dire mettre au propre les dispositions sanitaires opérationnelles au cabinet qui vont vous permettre d'effectuer les actes dans des conditions de sécurité et de sérénité optimum. Bien sûr, vous allez vous appuyer sur les documents officiels et je reprends l'évocation du document qui est édité par le Conseil national de l'ordre. Mais vous pourrez puiser également dans d'autres sources pour pouvoir adapter ces précautions sanitaires à votre activité propre. Vous mettrez en place ces dispositifs sur lesquels je ne vais pas revenir puisqu'ils ont déjà été largement évoqués, qui sont encore affinés et qu'il y a de nombreuses publications sur le sujet. Mais vous pourrez les adapter en salle de soins, également à l'accueil des patients. Il faudra également songer à développer, si vous êtes déjà configuré pour travailler à 4 mains, développer le travail à 4 mains. Et si vous ne travaillez pas encore à 4 mains avec vos assistantes, eh bien, ce sera l'occasion de développer le travail à 4 mains pour vous permettre de tirer le maximum de bénéfices de l'organisation que vous allez mettre en place. C'est pour l'occasion sans doute le meilleur moment pour passer au travail à 4 mains de manière systématique, dans la mesure où vous aurez absolument besoin de le faire pour parvenir à vos objectifs. Il faudra penser à l'affichage des consignes pour les patients, à l'entrée du cabinet, à l'accueil en salle d'attente, sur la porte des toilettes et également sur la porte d'accès de la salle de soins. Vous y mettrez toutes les informations nécessaires qui correspondent au protocole que vous aurez défini pour la circulation dans le cabinet, pour l'adoption d'un certain nombre de comportements. Et chacun pourra, en fonction de l'architecture de son cabinet, des protocoles qu'il aura définis en équipe, adapter ces messages, l'essentiel étant qu'ils soient bien visibles par tout le monde. Je vous conseille également de mettre en place un système de communication interne par interphonie. Alors pourquoi l'interphonie plutôt que la téléphonie? Parce que si vous utilisez votre système téléphonique pour la communication interne, vous risquez de bloquer les appels téléphoniques à des moments où vous serez dans le cadre de la communication à l'intérieur du cabinet. L'interphonie a pour avantage d'être extrêmement simple à utiliser. Ce sont des appareils qui ne coûtent pas cher et ça va vous permettre de limiter les déplacements à l'intérieur du cabinet, d'éviter les interpellations intempestives et les déplacements dans le cabinet pour se saisir et se transmettre les informations. Donc, c'est un moyen que je vous recommande particulièrement en cette période où il faudra avoir le minimum de déplacements dans le cabinet et traiter notamment les salles de soins comme si elles étaient des blocs opératoires. Sur le plan de la gestion des équipes, dans les jours qui précèdent la reprise, vous aurez à cœur d'organiser des visioconférences avec toutes vos équipes afin de préparer en amont, sans être nécessairement présent sur place, tous les protocoles et toutes les procédures que vous voulez mettre en place. Ce travail préparatoire va vous permettre l'élaboration
des consignes, l'élaboration des méthodes, et il est important de le faire tous ensemble. La visioconférence est donc parfaitement adaptée en période de confinement à cet objectif. Au cabinet, avec le personnel où tout le monde sera réuni, vous vous retrouverez 48 à 72 heures avant la reprise, ce qui vous permettra de tester les protocoles que vous aurez mis en place, de tester globalement l'organisation et d'une certaine manière d'enrichir ce travail ou de l'implémenter dans la confrontation, sur site, dans la réalité de l'organisation du cabinet et la réalité évidemment de l'architecture même du cabinet. Vous aurez à cœur de débarrasser toutes les surfaces pour que sur les surfaces ne persiste aucun objet inutile et qu'elles soient facilement nettoyables. Vous protégerez les surfaces et les objets qui resteront apparents, notamment les claviers, les souris, les lecteurs de cartes et les écrans avec du film alimentaire transparent, ce qui vous permettra de les nettoyer facilement d'un seul geste sans avoir à chaque fois reproduire le geste. Et vous prendrez soin, pour préparer la rentrée, de poser les affiches sur les différents supports que j'ai évoqués précédemment. Il est fondamental d'associer toute l'équipe aux décisions. Vous aurez là l'occasion d'un formidable levier de motivation pour vos équipes. C'est-à-dire que le fait d'organiser une espèce de coworking où plus qu'auparavant, vous allez impliquer vos collaborateurs, l'ensemble des partenaires du cabinet, votre personnel, les assistantes dentaires, les secrétariats lorsqu'ils existent, va permettre non seulement d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus inventif, beaucoup plus adaptatif, mais ça va avoir pour effet de souder les équipes autour d'un objectif commun dans une période où tout le monde a besoin de marcher dans le même sens, la main dans la main. Méthodologiquement, c'est dans la concertation et la discussion des détails que va se trouver la clé d'un équilibre et d'une organisation sereine et bien huilée. J'insiste sur cette notion de détail. Si vous avez une approche qui est trop globale, trop superficielle des problématiques que vous abordez dans l'organisation du cabinet, vous allez vous retrouver au moment où vous allez mettre en œuvre tout ce que vous aurez élaboré avec un nombre important de difficultés qui vont surgir et qui n'auront pas été évaluées et prévues auparavant. C'est donc bien dans l'élaboration commune, dans la répétition avant la reprise, que vous allez pouvoir entrer dans le détail et les micro-détails de cette organisation et de cette architecture. Il va falloir agir et dédramatiser. Et j'ai coutume de citer cette maxime, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Par conséquent, le maître mot, c'est agir. À un moment donné, quand vous aurez l'impression, quand vous estimerez que tout est en place et que tout a été bien pensé, il faudra simplement vous plonger dans l'action et faire. À partir du moment où vous ferez, vous pourrez voir se développer naturellement les gestes, les intentions de ceux que vous aviez prévus, sans que vous ayez besoin d'y repenser ou d'approfondir ces questions qui ont déjà largement été débattues et évoquées précédemment. Vous pourrez exploiter les compétences de chaque membre de l'équipe, chacun dans sa spécialité, chacun dans son domaine de compétences et dans ses missions, a un potentiel. Et si vous laissez s'exprimer ce potentiel, vous verrez que vont surgir peut-être les idées, les petites choses qui vont vous changer la vie et vous permettre d'être beaucoup plus opérationnel. Dès la reprise, le jour J, alors que tout aura été vu et élaboré précédemment et en amont, testé dans les jours qui précèdent, vous prévoirez une réunion préparatoire quotidienne avec l'équipe de 15 minutes tous les matins, et ce, dès le premier jour. Ceci va vous permettre de préparer les objectifs de la journée, de les évaluer, éventuellement de les reconfigurer, et vous permettre surtout de préciser clairement les consignes pour la journée de travail. Cette phase est très importante dans la mesure où, au départ, vous allez tout de même être confronté à un certain nombre de difficultés, à un certain nombre d'imprévus et peut-être des ressentis qui vont émerger et affleurer dans la pratique.
Dans le cadre de la communication au sein des équipes qui vous permettra d'associer toute l'équipe aux décisions que vous allez prendre, vous mettrez en place également une réunion de fin de journée de 15 minutes, un débriefing quotidien pendant la première semaine au minimum. Ce débriefing quotidien va vous permettre de faire le point de la journée, un bilan et également d'envisager les changements qui seront nécessaires, les adaptations qui seront nécessaires par rapport à tout ce que vous aviez prévu initialement. Et vous pourrez également envisager, et c'est très important, les spécificités qui sont liées au programme du lendemain. À cet effet, les plannings quotidiens devront être élaborés la veille, imprimés, et ceci avant le débriefing du soir. La deuxième semaine de travail, vous pourrez évaluer le besoin de réunion, le réévaluer, à la fois les réunions préparatoires et les débriefings. Si vous vous apercevez que les choses sont relativement fluides et qu'il n'y a pas de difficultés particulières qui surgissent ou qui persistent, vous pourrez peut-être, pour gagner du temps, et le temps étant de la fatigue dans un contexte où probablement il y aura déjà du stress supplémentaire, vous pourrez probablement alléger ce programme de réunion. Si toutefois, il y a encore beaucoup de choses qui restent à régler, beaucoup de difficultés qui apparaissent, je vous conseille de maintenir ces réunions tant qu'elles sont nécessaires, à un rythme soutenu. Une question qui revient souvent, compte tenu de la complexité des protocoles qui devront être mis en place pour vous protéger vos équipes et les patients qui viendront au cabinet, c'est la question des circulations dans le cabinet. Ces circulations qui sont impossibles à traiter et à considérer dans un contexte où il faut éviter la transmission des germes, transmission qui se fait chaque fois qu'on passe d'un endroit à un autre, chaque fois qu'on rentre en contact avec des objets, et dans un certain nombre de circonstances qui sont du domaine de la circulation habituelle dans un cabinet dentaire. Le fait d'avoir une personne qui va être responsable de l'accueil, de la partie administrative et également de la stérilisation des matériels va vous permettre, in fine, de traiter la salle de soins comme un bloc opératoire. C'est-à-dire que la salle de soins devra devenir un véritable sanctuaire dans lequel vous allez rester en quelque sorte largement confiné avec votre assistante pour éviter la complexité qui va apparaître immanquablement si jamais vous êtes obligé de rentrer, sortir fréquemment de la salle pour un geste, pour un autre, pour une action ou pour une autre. Donc, le fait d'embaucher quelqu'un pendant cette période pour une durée déterminée de l'ordre de 3 mois, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce que va devenir cette infection dans le temps, d'embaucher quelqu'un en CDD pour 3 mois va vous permettre de sanctuariser votre salle de soins, de diminuer le nombre de gestes que vous aurez à réaliser à chaque changement de poste, à chaque changement, à chaque déplacement dans le cabinet, et de rester concentré sur simplement l'activité de soins dans votre salle de soins. Donc, je recommande particulièrement l'embauche d'un salarié en CDD à durée déterminée, a priori de 3 mois, ces 3 mois étant renouvelables une fois, sachant que cette embauche pourra être envisagée avec du personnel qui sera plutôt du personnel adapté au cabinet dentaire, qui sera plutôt du personnel formé. Je ne vois rien de mieux qu'une assistante dentaire et même une assistante dentaire qualifiée, rompue aux tâches du cabinet, peut-être une assistante dentaire qui apprécie les tâches administratives pour occuper ce poste pendant cette durée. Ça va vous permettre également d'être beaucoup plus performant et beaucoup plus régulier, beaucoup plus stable dans le travail à 4 mains, de ménager pour vos patients un accueil de qualité. Vous aurez quelqu'un qui pourra distribuer les consignes à l'entrée du cabinet, simplement expliquer aux patients comment mettre sa charlotte, son masque, ses surchaussures, le guider vers la salle d'attente. Enfin, toutes ces tâches d'accueil qui sont extrêmement importantes et particulièrement en cette période. Ça va vous permettre aussi d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de la stérilisation pendant que votre assistante, elle, sera mobilisée au fauteuil, soit dans le cadre du travail aux 4 mains, soit dans les phases intermédiaires parce qu'il faudra repréparer la salle pour les patients suivants. Donc, je le répète, qui embaucher, je vois essentiellement comme profil, le profil d'une assistante dentaire qualifiée avec une affinité particulière pour les tâches administratives.
Alors, je l'ai déjà dit, mais quelles sont les tâches qui seront spécifiquement dévolues? Dans ce contexte, il faut que les tâches soient clairement définies. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange des genres et il ne faut pas que chacun à son poste au cabinet ait des doutes sur les missions qui lui sont confiées. Donc, cette personne qui sera embauchée sera vraiment spécifiquement dédiée à l'accueil des patients, à l'accompagnement dans les locaux, à l'équipement des patients à l'arrivée du cabinet, aux tâches administratives et, comme je l'ai déjà indiqué, à la stérilisation. Je ne reviens pas sur le contrat, donc CDD de 3 mois, renouvelé une fois si nécessaire. Et rien n'empêchera, pour ceux pour lesquels ce sera une nouvelle expérience et qui ne disposent pas encore de cette personne supplémentaire au cabinet, de la transformer par la suite en un contrat à durée indéterminée si vous considérez que cette expérience a été fructueuse et que l'apport constitué par l'assistante dentaire que vous aurez recrutée vous permet d'être beaucoup plus efficace, d'avoir un rendement supérieur et de travailler dans des conditions de confort qui sont accrues. D'une manière générale, il faut y voir une optimisation de la présence au fauteuil et de la productivité avant toute chose. Et il y a fort à parier que pour ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience, que l'embauche d'une personne supplémentaire, non seulement ne représentera pas un coût pour le cabinet, mais va vous permettre d'avoir une gestion bien plus saine et un rendement bien plus important dans votre activité. Alors, il faut évoquer quand même le cas des praticiens qui sont assez nombreux en France, qui exercent sans assistante. Et honnêtement, je me demande comment on va pouvoir être efficace dans cette période très particulière, assurer la sécurité sanitaire de tout le monde, avec des déplacements constants, l'accueil des patients, le changement des tenues. Enfin, je vois ça plutôt comme une mission impossible. Alors peut-être que pour les praticiens qui n'ont pas d'assistante actuellement et tous ceux qui seraient en mesure d'embaucher, cette situation particulière est peut-être une opportunité extraordinaire pour faire le pas qui n'a pas été fait auparavant et une opportunité extraordinaire pour embaucher une aide. Évidemment, il va bien falloir évaluer les enjeux, la faisabilité économique, mais travailler seul dans ce contexte, pour moi, ça reste d'une certaine façon une illusion. Nous allons envisager la communication vers la patientèle avant la reprise. Alors, avant la reprise, le maître mot, c'est d'informer sans susciter d'anxiété. La situation est suffisamment anxiogène comme ça pour ne pas en rajouter à travers les messages que vous allez délivrer. Je conseille de faire un mailing général à toute la patientèle afin d'informer du contexte dans les termes rassurants, d'informer globalement sans entrer dans les micro-détails des mesures prises et surtout d'insister sur la rigueur et l'efficacité des mesures que vous aurez prises. Ce qui veut dire simplement présenter toutes ces mesures que vous aurez mises en place en termes de bénéfices pour le patient, en termes d'attention que vous allez lui porter et en termes de bénéfices, en termes d'accueil et de qualité des soins. Vous expliquerez en quelques mots les modalités adaptées du fonctionnement de la structure également, la façon dont vous allez prioriser les rendez-vous, dont vous allez accueillir les urgences, dont vous allez accueillir également les urgences particulières des patients qui sont Covid-19+. L'organisation générale des rendez-vous, c'est-à-dire vous expliquerez à vos patients pour quelles raisons vous allez regrouper les soins, vous allez donner des rendez-vous beaucoup plus longs qu'à l'habitude et insister sur le bénéfice qualitatif que ça représente pour eux. Vous pourrez également dire un mot de l'accueil et de la circulation dans le cabinet, simplement pour qu'au moment où le patient arrivera dans votre cabinet, il soit déjà suffisamment informé pour qu'il n'y ait plus grand-chose à faire passer comme message pour la fluidité de l'accueil. Toujours avant la reprise, donc vous déclinerez tout en termes de bénéfices pour la qualité de l'accueil et des soins. Vous aurez à cœur de téléphoner à tous les patients qui ont interrompu leurs soins brutalement en début de confinement et chez lesquels vous souhaitez reprendre les soins. Il y a une forte demande dans ce sens et vous trouverez certainement un accueil très chaleureux de la part des patients que vous prendrez le soin d'accueillir au téléphone parce qu'ils auront le sentiment et la preuve matérielle que vous vous êtes vraiment intéressé à eux et que vous leur portez toute votre attention de manière tout à fait personnelle et spécifique. Vous aurez à cœur de
passer des messages rassurants et très simples. Vous éviterez les commentaires anxiogènes, vous répondrez toujours aux questions qui pourront arriver de manière rassurante et vous donnerez vos rendez-vous, je dirais presque comme en temps normal, sans insister sur les particularités du moment. Le maître mot dans tout cela, c'est évidemment d'avoir le comportement le plus neutre possible pour que le patient, sur un plan psychologique, puisse recevoir ce message comme s'il était dans un contexte tout à fait habituel. Vous expliquerez brièvement le protocole d'accueil à l'entrée du cabinet, toujours pour simplifier l'accueil au moment où le patient se présentera, et vous insisterez particulièrement sur l'importance du respect des horaires. En effet, pour votre organisation personnelle, pour votre confort et votre tranquillité, pour qu'il n'y ait pas non plus de croisement intempestif au cabinet et que vous respectiez les consignes de proximité, de promiscuité, vous aurez besoin d'expliquer au patient en quelques mots les raisons pour lesquelles il faudra qu'il soit plus que d'habitude encore respectueux des horaires. Vous pourrez également communiquer par SMS et peut-être utiliser une formule qui pourrait ressembler à ceci. Je la lis. Le cabinet est prêt pour vous accueillir pour la reprise de vos soins. Nous sommes heureux de vous retrouver. Si nous n'avons pas réussi à vous joindre, veuillez nous appeler pour convenir de vos rendez-vous. Message extrêmement simple et rassurant. Pourquoi faut-il organiser vos rendez-vous d'une manière particulière dans ce contexte particulier? La plupart d'entre vous ont déjà pensé à cette problématique. Ils l'ont lu également. Ils ont certainement aussi assisté à d'autres webinars et autres conférences sur le sujet. Retenez simplement que plus vos rendez-vous sont longs, avec 1 heure minimum, ce qui est déjà peu dans ce contexte, et donc si possible davantage, moins il y a de rendez-vous dans la journée et plus les soins seront regroupés, plus vous pourrez atteindre des objectifs de rentabilité, de fluidité et de sérénité. Sachant qu'il y a 15 à 20 minutes à prendre entre chaque rendez-vous pour aérer la pièce, nettoyer les surfaces, préparer le plateau suivant, finalement, ce qui est un temps assez court pour faire tout cela, sachant qu'il faut de toutes les façons ce quart d'heure pour l'aération afin d'obtenir le dépôt de l'aérosol en suspension dans l'air, eh bien, si vous multipliez cette période de 15 à 20 minutes par le nombre de rendez-vous dans la journée, vous verrez de manière évidente que plus il y a rendez-vous, plus vous allez consacrer du temps au nettoyage, à la décontamination et à l'accueil du patient, et moins vous allez en consacrer aux soins, à moins de travailler 18 heures par jour. D'une manière générale, il faut savoir que ceux qui travaillent avec une approche globale et qui font des soins généralement, dans le cadre de l'approche globale, d'une certaine importance dans la bouche de leurs patients le savent. Quand vous consacrez beaucoup de temps à un rendez-vous, vous êtes beaucoup plus confortable vous-même et votre patient le ressent généralement avec une sensation de sécurité et d'efficacité qui sont hors du commun avec ce qui se pratique avec des rendez-vous plus courts. Je vous conseille d'adopter la règle des 80-20%. L'accueil prioritaire étant donné à des patients qui étaient en cours de soins avant l'interruption, chez lesquels vous allez reprendre les soins et des soins qui sont à forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'après une période d'inactivité longue, vous allez être obligé de reconstituer le flux financier dans votre cabinet pour reconstituer votre trésorerie et que vous ne pouvez le faire que si vous consacrez la part la plus importante de votre temps à soigner ces patients qui avaient des soins à forte valeur ajoutée et dont vous avez dû interrompre les soins. Alors, sachez que ça ne devrait pas poser de problème majeur parce que tous ces patients sont actuellement en demande de continuer leurs soins et que vous n'avez aucune idée, a priori par ailleurs, de la demande qui va arriver en période de déconfinement de la part notamment de nouveaux patients qui voudraient rejoindre votre équipe de soins. Cela va vous permettre de rétablir le flux financier de vos recettes, donc de répondre à un réel besoin prioritaire. Et ça va vous permettre également un excellent contrôle de la planification de vos soins parce que les soins que vous allez programmer sont des soins dont vous connaissez déjà la planification. Vous allez simplement devoir réorganiser pour aménager des rendez-vous plus longs, mais que vous pouvez parfaitement maîtriser.
Vous accueillerez les urgences à raison environ de 10% de votre emploi du temps. Et pour que ces urgences ne viennent pas perturber l'organisation générale, bien, il vous faudra probablement augmenter votre temps de travail pendant quelques semaines. Alors, vous pourrez le faire soit en adoptant une demi-journée supplémentaire et en ajoutant une heure supplémentaire chaque jour. Et vous recevrez uniquement de manière planifiée vos urgences, plutôt à la fin de journée ou au cours de demi-journées dédiées avec une organisation spécifique. Vous n'oublierez pas d'accueillir les nouveaux patients. C'est très important parce que ces nouveaux patients, ils vont vous assurer la continuité du flux économique qui lui aussi s'est interrompu parce que pendant toute la période d'arrêt, vous n'avez pas vu de nouvelles patientèles arriver. Vous n'avez pas proposé de devis, vous n'avez pas élaboré de plan de traitement. Vous allez reprendre avec 80% de vos anciens plans de traitement, mais il va falloir reconstituer aussi le stock des traitements à venir. Donc, ces patients, vous ne les ferez pas attendre, vous les recevrez rapidement. Mais par contre, vous pourrez, après les avoir reçus dans la mesure où il n'y a pas d'urgence à traiter, leur expliquer calmement que leur traitement sera probablement différé pour les raisons de la particularité de la période qui s'ouvre devant nous. Mais à ce moment-là, vous leur donnerez déjà les rendez-vous. Vous planifierez les rendez-vous pour que vous ne les perdiez pas dans la nature, dans l'intervalle qui va séparer le premier rendez-vous de l'organisation authentique des soins. La particularité des patients authentifiés Covid-19, c'est que le risque de contamination transversale est plus important et que par conséquent, si vous voulez ne pas vivre une journée de travail avec cette impression sous-jacente que vous avez peut-être introduit dans le cabinet un risque supplémentaire, ben vous les accueillerez plutôt en fin de journée et vous recevrez uniquement les patients qui sont suspects de Covid-19 ou qui sont avérés en Covid-19 et qui ont des urgences véritables, strictes. Vous les accueillerez bien sûr à la fin de la journée. Il est très important aussi de penser à la planification dans vos agendas à l'avance. Il y a différentes écoles pour la gestion de l'agenda. Il y a une école qui consiste à professer qu'il vaut mieux ne pas remplir son agenda et donner ses rendez-vous au fur et à mesure pour se laisser de la souplesse et pour permettre une gestion plus fluide des rendez-vous. En l'occurrence, si vous procédez ainsi, vous n'arriverez pas à planifier vos journées avec un nombre de patients réduit, des rendez-vous longs, le groupage des soins. Il va donc falloir, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, programmer et planifier à l'avance, en planifiant bien vos plans de traitement, en revisitant vos plans de traitement pour pouvoir à l'avance rédiger vos programmes de soins, rédiger votre agenda et pouvoir éditer aussi chaque veille de soins le planning de la journée qui suit. Quelles seront les modalités de la communication avec les patients à la reprise? À l'accueil du cabinet, vous donnerez simplement des consignes sans explication supplémentaire. C'est-à-dire que vous expliquerez simplement, en l'occurrence, la personne qui sera dédiée à l'accueil, comment passer les surchaussures, comment enfiler son masque et comment enfiler sa charlotte. Mais je vous déconseille d'expliciter les raisons pour lesquelles vous demandez aux patients de s'exécuter et d'adopter toutes ces consignes. Les explications seraient inutilement anxiogènes. Chaque fois que vous allez évoquer l'épidémie, chaque fois que vous allez évoquer la transmission virale, ben vous allez susciter chez le patient une réaction anxiogène. Donc, pour prendre l'anxiété liée au contexte, pensez que les mesures de précaution en elles-mêmes créent un contexte anxiogène, que le climat général diffusé par l'information ou la surinformation ou cette espèce de harcèlement quotidien avec des informations qui sont d'ailleurs souvent contradictoires, qui sont paradoxales ou sont particulièrement anxiogènes. Les patients seront également les acteurs dans un scénario qui est orchestré par les équipes au cabinet, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de danse, de ballet qui va s'orchestrer
dans le cadre des protocoles que vous aurez mis en place. Et n'oubliez pas que votre patient, il assiste à tout ça et en même temps, il est acteur dans ce scénario. Et plus la pièce que vous aurez conçue sera légère, plus le patient se sentira en sécurité. Vous prendrez, avant de démarrer les soins, quelques instants pour écouter. Alors, c'est sans doute la pratique de la plupart d'entre vous, mais je pense que dans cette période, il est particulièrement important, après une période longue de rupture de contact avec le praticien et du praticien avec son patient, de prendre quelques instants pour faire un petit point d'écoute, un moment où chacun porte l'attention à l'autre et en l'occurrence, dans le sens naturel des soins, c'est d'abord le praticien qui sera attentif à ce qu'aura à dire le patient. Peut-être écouter les peurs, les soucis. Vos patients peuvent avoir des soucis personnels, des soucis familiaux, peuvent avoir été malades pendant cette période, parfois même gravement, peuvent avoir des soucis financiers. Donc, il est important pour vous aussi de recueillir ces informations et de les accueillir. Peut-être aussi des informations concernant la bouche et les soins qui étaient en cours, qui ont été interrompus, les problèmes qui ont pu apparaître pendant cette période. Vous aurez probablement aussi des demandes d'explications liées au contexte, liées aux soins comme d'habitude, mais particulièrement liées au contexte. Et je vous recommande d'accueillir ces plaintes avec bienveillance. Pensez d'abord vraiment à écouter, à interroger la plainte, comme je l'ai déjà dit, avant de penser à répondre. Reconnaissez le sujet dans sa plainte, interrogez la plainte, soyez attentif et pensez toujours d'abord à rebondir avec une question pour aller plus profondément dans le sujet de la plainte, plutôt que d'apporter immédiatement une réponse toute faite. En termes de communication, et particulièrement dans des périodes angoissantes, il est extrêmement important, et notamment de la part d'un soignant, d'apporter et de montrer une façade sereine et sécurisante, avec un discours qui est plutôt optimiste et positif. Vous éviterez notamment les plaintes de l'équipe et les ruminations de l'équipe soignante. Le patient n'est pas là pour écouter vos plaintes et pour partager vos difficultés ou vos états d'âme. Évidemment, en disant ceci, j'ai bien conscience que chacun d'entre vous peut avoir des difficultés personnelles, même importantes, des sujets de préoccupation majeures et des angoisses personnelles. Mais n'oubliez jamais que le patient n'est pas là pour prendre sur ses épaules vos difficultés, il est là pour exprimer les siennes. Fuyez de manière résolue les discours pessimistes. Adoptez le sourire. Le sourire sur un plan mécanique va vous entraîner à un discours optimiste. Exprimez de la joie, de l'enthousiasme de retrouver vos patients, de reprendre votre activité, en espérant d'ailleurs que ce soit le cas. Transformez sans doute cet exercice difficile auquel vous allez être confronté en fierté. Vous pouvez vous-même, avec vos équipes, une fois que tout aura été en place, que vous aurez pu vous démontrez à vous-même votre capacité à aborder cette situation avec les outils nécessaires, avec les moyens et l'entrain nécessaires. Vous pourrez être légitimement fier de ce que vous accomplissez. Faites partager cette fierté à vos patients, simplement par votre attitude. Et insistez sur la capacité de votre équipe à s'adapter pour offrir encore une meilleure qualité d'accueil et de soins. Valorisez votre équipe aux yeux de vos patients. Mettez vos assistantes en valeur, mettez tout votre personnel en valeur. N'oubliez jamais que ce que vous donnez à voir est beaucoup plus important que ce que vous déclamez. Alors, vous pouvez prendre cet exemple qui sans doute vous parlera. Si vous allez vous promener en forêt avec votre enfant et que vous lui expliquez en long, en large et en travers tous les bienfaits qu'il y a à protéger la nature, à prendre soin de l'environnement et que dans le même temps, votre enfant vous voit jeter des papiers par terre, fouler des fleurs, casser des branches d'arbres, pendant que vous lui tenez un joli discours sur l'harmonie de la nature et les vertus de la protection de la nature. Mais n'oubliez jamais que ce que votre enfant va retenir, c'est ce que vous faites et pas ce que vous lui racontez. C'est exactement la même chose avec vos patients. Ils vont être extrêmement attentifs à la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vous présentez, à la solidarité, à la fluidité qui va régner au sein de l'équipe. Et ça sera bien, bien plus important que tout ce que vous pourrez leur raconter. Donc, adopter une communication fluide au sein de l'équipe,
organisez de manière très, très rigoureuse votre travail, vos journées et vos protocoles. Donnez une image de calme et de maîtrise de vous, de maîtrise de la situation, de maîtrise de vos actions. Souriez et adressez-vous aux patients comme à l'habitude, comme si rien n'avait changé, comme si de rien n'était. Alors, est-ce que cette période de déconfinement qui vous contraint à travailler d'une manière très particulière, très spécifique, lourde en particulier, est-ce que finalement, c'est un défi déraisonnable au regard de l'économie et de la gestion d'un cabinet? Alors, oui, il y a des inconnus. Nous ne savons pas aujourd'hui quel sera le pouvoir d'achat des ménages. Nous ne savons pas aujourd'hui si nous allons être confrontés à une crise économique majeure avec son cortège de chômeurs, avec une baisse du pouvoir d'achat généralisé, avec ces drames de la misère. Tout ça, ce sont des choses qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut prédire. Il y aura nécessairement un impact économique, sans doute important, à cette crise, mais nul ne peut savoir s'il sera déterminant ou pas pour nos activités à ce jour. Comme vous ne maîtrisez pas cette question, vous allez simplement vous appuyer sur les forces qui sont les vôtres et en évitant de vous projeter dans des scénarios catastrophes. Et vous soignerez en particulier la qualité de l'accueil, de l'accompagnement et des prestations que vous délivrerez à vos patients. Vous aurez à cœur également de soigner la réputation de votre cabinet, sa visibilité, sa profitabilité. Quelle sera la demande de soins dentaires en phase épidémique? Personne ne le sait. Par l'expérience et par les retours qu'on a déjà des praticiens qui ont déjà communiqué avec leurs patients avant la reprise, il y a manifestement une forte demande de reprendre les soins qui étaient en cours. Mais en ce qui concerne la demande de soins qui est nouvelle, celle des nouveaux arrivants dans les cabinets, personne ne sait si, dès lors que le déconfinement va être à l'ordre du jour, les patients vont se précipiter dans les cabinets ou s'il va y avoir une période de latence, notamment pour voir ce qui se passe, pour pouvoir évaluer la situation, pour déterminer si le risque diminue, pour reprendre ses habitudes, reprendre des rythmes. Ce n'est pas non plus à quel rythme les gens vont retravailler, dans quelles conditions, s'ils seront disponibles mentalement. Donc, toutes ces questions sont des inconnues, évidemment. Mais ce que vous pouvez faire, ce que vous maîtrisez, c'est la communication que vous aurez avec votre patientèle. Donc, vous pourrez peut-être informer vos patients une fois par mois, 2 fois par mois, selon le rythme d'évolution de l'épidémie et de manière globale, pour les informer de l'évolution, pour les informer que votre cabinet travaille de manière sereine. Ces mailings, vous les ferez de manière très professionnelle, très propre et toujours de la même manière, en des termes rassurants et incitatifs. Et vous pourrez d'ailleurs par la suite, à partir du moment où les choses reprendront leur cours, ce que je souhaite à tout le monde, poursuivre cet effort parce que ce sera forcément une valeur ajoutée pour votre activité. Est-ce que cette période est donc une opportunité ou finalement un pinceum, une souffrance, quelque chose que vous allez subir? Alors, pour certains cabinets qui travaillaient déjà dans des conditions d'organisation très soignée, très minutieuse, très méticuleuse, avec des approches globales, avec des rendez-vous longs, avec une planification précise, avec du personnel, avec des assistantes et travail à 4 mains. Je pense que l'adaptation à cette situation particulière ne sera pas un problème. Je pense que ça va même se faire de façon très, très facile, et beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine. Pour les autres, à mon sens, c'est une réelle opportunité pour changer de paradigme, changer sa façon de travailler. Un cabinet aujourd'hui, c'est une structure qui doit répondre à énormément de contraintes légales, énormément d'exigences réglementaires, organisationnelles. Le management des personnels de cabinet ne peut plus se faire de manière insouciante. Il doit être régi par des règles strictes. Il est donc extrêmement important aujourd'hui. La patientèle elle-même est de plus en plus exigeante. Les relations avec les caisses complémentaires sont de plus en plus complexes et chronophages.
un environnement qui est de plus en plus contraint et qui demande de plus en plus d'organisation, de temps aussi. Donc, il me paraît tout à fait intéressant pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis de profiter de cette période où il y a une obligation de changer les comportements, de changer l'organisation, de changer le management, de profiter de cette période pour adopter une nouvelle façon de travailler. Et en ce sens, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera une formidable opportunité. Et à partir du moment où vous le verrez comme une opportunité, vous allez peut-être aussi changer des choses sur le plan technique, comme travailler davantage avec des TUP, peut-être moins utiliser vos tiroirs, avoir des cabinets où les surfaces seront beaucoup plus débarrassées, plus lumineux, qui donneront une apparence beaucoup plus saine. Les relations avec votre personnel et vos équipes seront renforcées, plus fluides, on sentira une cohésion plus importante. Donc, tous ces facteurs sont des facteurs qui peuvent être de formidables opportunités pour changer complètement votre approche. Donner peu de rendez-vous, c'est atténuer la perte de rentabilité entre chaque patient. Et dans le cas particulier de la période, c'est aussi atténuer l'incidence, le coût des équipements de protection individuelle. Si vous changez d'équipement de protection individuelle à chaque patient, vous imaginez bien, sans avoir fait de longues études, que vous allez diminuer considérablement le coût induit par ces mesures. La concentration des soins, vous pouvez très bien considérer, vous pouvez faire le calcul à partir de votre pratique habituelle, chacun ayant son rythme de travail, ses habitudes de travail, mais vous pouvez considérer globalement que sur la base de 2 patients par heure, c'est-à-dire évidemment un patient par demi-heure, eh bien sur 1 heure travaillée, vous gagnez 15 minutes. Donc, ça veut dire que si vous multipliez ce chiffre par 8 dans la journée, vous avez gagné 1 heure de travail dans la journée. Donc, vous pouvez voir que vous êtes en train de récupérer là, par exemple, une grande partie du temps que vous allez consacrer à la préparation de la salle et à l'accueil du nouveau patient entre 2 patients. L'approche globale systématisée va vous permettre de concrétiser tous ces gains de temps et d'efficacité d'une manière extrêmement confortable. Il est très agréable de faire plusieurs soins dans la bouche dans une séance. C'est aussi très agréable pour le patient qui va réellement voir avancer son traitement de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise. Alors pour certains, ce sera peut-être une révolution, mais ça peut être une révolution douce. Et puis, elle a l'avantage, cette révolution, de vous être d'une certaine façon imposé et donc de vous placer devant une obligation. Vous ferez des progrès dans la cohésion de l'équipe et ces progrès, c'est surtout dans le renforcement des liens. Devant une grande cause, devant des grands enjeux qui nous réunissent tous, puisque l'enjeu de cette épidémie, c'est quand même a vu émerger des solidarités entre les citoyens, des amitiés, le renforcement, même si c'était par des moyens que l'on qualifie de virtuels, mais qui ne le sont pas, des liens, et parfois à distance, d'établir une certaine communication, une régularité dans certaines communications, alors que peut-être en relation physique les uns avec les autres, elle était parfois oubliée. Ça vous permettra aussi de renforcer les coopérations. Ça a été le cas aussi avec tout ce qui s'est fait. On a pu le constater dans notre profession, mais dans bien d'autres domaines, avec l'apparition de webinars, d'échanges via les plateformes d'échange par visioconférence, des mises à disposition de supports gratuits. Il y a donc un esprit de solidarité, de coopération qui s'est institué et vous pouvez reproduire cet esprit de coopération au sein de votre équipe, de votre cabinet. Vous allez rédiger, préparer, établir, tester, mettre en forme de façon précise, mais surtout éprouver des protocoles qui seront sûrs et qui seront performants et que vous pourrez affiner avec le temps. Autant de choses que vous pourrez mettre à profit pour faire de votre exercice une réussite de plus en plus précise, de plus en plus pointue. Vous pourrez aussi éprouver à travers cette période la meilleure planification des soins et tous les gains que vous pourrez en attendre. Et l'un des gains peut-être les plus importants, ça va être une gestion bien plus contrôlée de votre agenda.
Alors, j'ai évoqué ce point particulier du renforcement des équipes et je reviens sur l'embauche d'un salarié. Cette embauche, je l'ai déjà dit, répond à un besoin particulier, mais pourrait faire émerger un intérêt à long terme. Donc, je vous engage vraiment à aller vers cette embauche, à l'éprouver et pour ceux qui seront convaincus, à perpétuer l'expérience pour agrandir votre équipe et être encore plus efficace. C'est aussi l'occasion, j'y reviens, de développer le travail à quatre mains. Le travail à quatre mains, c'est pour les assistantes qui aiment le travail au fauteuil, ce qui devrait être le travail d'une assistante dentaire, sachant que beaucoup d'assistantes sont employées à faire beaucoup de secrétariat et d'accueil, alors que ce n'est pas le travail pour lequel elles sont formées et qu'elles devraient être d'abord et avant tout des aides opératoires. Eh bien, les assistantes trouveront ici l'occasion de s'épanouir, d'être valorisées, et c'est là aussi une occasion formidable de développer cette pratique. Pour les praticiens aussi, c'est l'occasion pour ceux qui n'y sont pas rompus de découvrir tout l'intérêt d'être confortablement installé au fauteuil avec une assistante opérationnelle qui vous place les instruments dans les mains, qui écarte, qui aspire et finalement pouvoir vous concentrer en toute sécurité, en toute sérénité et vraiment en toute tranquillité sur le détail des actes que vous mettez en œuvre dans la bouche de vos patients. Avoir un véritable secrétariat, c'est avoir une personne dédiée à laquelle vous allez déléguer tous les actes administratifs pour décharger totalement votre assistante qui sera au fauteuil à quatre mains et pour vous décharger vous-même de toutes les contraintes de la gestion administrative du cabinet. Alors, il s'agit là non pas d'un secrétariat de base, il ne s'agit pas juste de répondre au téléphone, mais développer un secrétariat qui soit un véritable secrétariat de direction, qui prendra toute sa place dans le cabinet, qui va instaurer de véritables liens avec les patients et la personne qui sera chargée du secrétariat étant à même de créer ce lien presque charnel avec les patients que vous-même vous créez au fauteuil d'une autre façon. Alors, je me répète, mais oui, les pratiques qui vont vous être imposées, qui vous sont imposées par les circonstances, répondent à une norme. Et ces normes sont formalisées par des documents et par des guides de bonne pratique. Mais est-ce que finalement, en dehors de certains excès qui sont liés à des précautions supplémentaires pour éviter la transmission du virus, est-ce que finalement, cette norme n'est pas le tournant logique d'une activité qui devrait toujours se dérouler dans ces conditions? Donc, je vous demande simplement de vous poser la question. Vous posez la question pas de manière abrupte comme ça, mais à travers l'expérience que vous allez vivre dans les premiers jours de la reprise, dans les semaines qui vont suivre la reprise. N'oubliez pas que les logiques qu'on a évoquées, je le répète, sont des logiques de productivité et qu'en réalité, vous ne devriez pas, si vous avez le travail nécessaire pour remplir vos journées, vous ne devriez pas ressentir de baisse de productivité. Je sais que des évaluations ont été faites qui portent sur des chiffres de 30 à 40% de baisse de productivité liées aux précautions qu'il va falloir prendre. En réalité, je pense que si vous adoptez cette façon de travailler, vous n'allez pas ressentir cette baisse de productivité. La gestion des stocks est particulièrement importante dans cette période et il faudra y porter une attention toute particulière et respecter une organisation stricte. En l'occurrence, il va falloir gérer les stocks non pas en flux tendu, mais à l'avance, et notamment en ce qui concerne les équipements de protection individuelle. Les tensions sur les approvisionnements de ces équipements continuent et elles vont probablement continuer. Il y a également une forte tension sur les prix. Et donc, je vous recommande d'établir là aussi des process extrêmement stricts et rigoureux pour ne pas vous laisser surprendre, pour vous permettre aussi d'être au plus proche du prix le plus opportun, de vous méfier des fournisseurs, de vous méfier des délais d'approvisionnement, de privilégier peut-être la sécurité de vos approvisionnements plutôt que les prix dans les premiers temps jusqu'à ce que vous ayez de quoi faire face à des périodes prolongées avec les besoins qui seront les vôtres.
Je vous recommanderais de tenir un tableau des fournisseurs à jour où vous préciserez votre interlocuteur, les prix, les références, des contacts téléphoniques et des mails, les références des produits également. Et je vous encourage fortement à définir, dans le cadre de la préparation de cette reprise, les enjeux et les objectifs de la gestion des stocks en équipe et de clarifier fortement les consignes impératives en matière de gestion des stocks. Alors, la gestion du stress, évidemment, au cœur de tout ça, il y a nos émotions et nous sommes tous des êtres émotifs, certains étant plus résilients que d'autres, certains étant plus optimistes que d'autres, mais d'une manière générale, tout changement implique une reconfiguration de la perception qu'on a de son environnement et une reconfiguration des mécanismes d'adaptation à l'environnement. Et d'une manière générale, si on prend les choses de manière très intuitive, la plupart d'entre vous vont ressentir cette nouvelle donne comme pas sympathique. Et en faisant un très mauvais jeu de mots, je vous dirais que cette chose qui est ressentie comme pas sympathique, c'est celle qui va stimuler votre système nerveux sympathique, c'est-à-dire mettre en œuvre toute la chaîne de neurotransmetteurs et la chaîne hormonale de réaction qui vont stimuler votre système sympathique, c'est-à-dire stimuler votre aptitude à l'action, mais également votre glande cortico-surrénale et donc tous les mécanismes qui sont liés au stress. Vous avez vécu une longue période de latence totalement inédite, très longue. Votre métabolisme a changé, le métabolisme physiologique, le métabolisme psychique en particulier. Vous vous êtes adapté à cette période avec un abaissement du métabolisme psychique, des temps de latence à la réaction qui sont beaucoup plus longs, une certaine procrastination qui pour certains se sera installée. Vous serez installé dans des rythmes, des faux rythmes, une certaine forme d'inaction tout de même si vous avez eu l'impression de faire des choses. Vous aurez connu une baisse sensible des stimulations qui sont habituelles, et Dieu sait si dans un cabinet dentaire, il y a des stimulations fortes et constantes. Et ce ralentissement physique et psychique est bien installé après une très longue période. Vous aurez peut-être perdu de l'entrain, vous aurez peut-être perdu de l'envie, de l'enthousiasme, vous vous serez peut-être posé des questions sur le sens de l'exercice, le sens même de votre travail, de votre implication et de votre engagement dans le tissu social, toutes ces interrogations sur la vie qui peuvent venir quand un vide survient. Et toutes ces choses-là, finalement, vous les avez emmagasinées sans vraiment en prendre conscience, sans vraiment les analyser, sans vraiment les prendre en compte. Et à la reprise, brutalement, vous allez subir une espèce de choc violent avec toutes ces stimulations auxquelles vous étiez habitué avant qui vont vous revenir d'un seul coup, et peut-être sans le vouloir, alors que même si vous êtes bien préparé, vous allez ressentir cette reprise comme une agression. Votre corps va ressentir cette reprise comme une agression. Et là, peut-être que vous allez stimuler votre glande surrénale, peut-être même allez-vous la stimuler pendant des journées entières si vous n'êtes pas préparé et si vous ne disposez pas des outils pour contrôler ces émotions qui pourraient advenir. Il va vous falloir, c'est certain, un temps de réadaptation. Je vous suggère d'ailleurs dans les jours qui précèdent de retrouver un rythme de sommeil normal, de vous lever aux heures habituelles de travail le matin, de reprendre un rythme tout à fait habituel qui correspond au rythme de travail habituel que vous connaissez, pour remettre votre organisme dans ce rythme qui va vous permettre de reprendre sans subir cette perception du temps et cette perception de l'action comme quelque chose qui vous tombe dessus. Vous pourrez ainsi, en vous préparant, ne pas vous laisser submerger par ce qui va advenir. Et je pense que la plupart d'entre nous, moi y compris, ne sommes pas vraiment préparés, même si nous savons qu'il va falloir reprendre, même si le simple fait d'y penser nous replace déjà dans une dynamique de reconquête de cet espace psychologique, du temps qui va se présenter à nous. Nous ne sommes pas vraiment préparés au choc de cette reprise.
Nous savons tous ce que c'est que de s'arrêter vraiment pour les congés d'été, même parfois assez longuement. Certains vont jusqu'à prendre 4 semaines, d'autres 3 semaines, d'autres 15 jours. Mais jamais ça n'a été une période aussi longue. Et jamais ça n'a été une période d'inactivité qui ne soit pas vraiment perçue comme du repos, qui ne soit pas perçue comme un temps de récompense, comme un temps de détente, mais quelque chose qui était un peu entre deux eaux, dans un contexte qui était anxiogène, dans un contexte où le travail était toujours sous-jacent, présent. Donc, c'est quelque chose de vraiment inédit et à quoi personne n'est préparé. Alors, quels sont les moyens du contrôle de ces émotions? D'ailleurs, il y a d'abord tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire que plus vous allez être rigoureux dans l'organisation, plus vous allez avoir des protocoles solides et efficients qui seront mis en œuvre de manière fluide dans une équipe bien rodée, bien coordonnée, en bonne harmonie. Plus vous allez exploiter le potentiel de votre équipe, plus vous allez être apte à communiquer de manière non violente, à communiquer de manière efficace, à être dans l'écoute, dans l'empathie. Plus vous allez diminuer la réaction au stress de votre environnement, simplement par ce que vous faites concrètement. En même temps, votre corps aura besoin d'une homéostasie psychique et physique. Et ça, vous pourrez lui apporter simplement par le soin que vous apporterez à votre alimentation, par le respect des horaires de coucher et de lever, respecter des heures de sommeil minimum, chacun a ses rythmes propres, respectez vos rythmes, par de l'exercice physique régulier, des moments de détente et d'évasion aussi. C'est pas parce qu'il va falloir mettre sans doute un coup de collier, travailler un peu plus pour absorber les urgences et prendre en compte une organisation nouvelle qu'il va falloir délaisser complètement ces moments que vous allez consacrer à la détente et à l'évasion. Quels sont par ailleurs des moyens pratiques que vous pourrez mettre en œuvre pour la gestion du stress? Alors, je vous propose de vous pencher sur les bienfaits de la cohérence cardiaque au quotidien. C'est un exercice qui est simple, très efficace. Dans un contexte aussi particulier, il sera très intéressant d'être assidu en respectant la règle des 3-6-5, c'est-à-dire 3 fois par jour. 5 minutes par séquence et à raison de 6 cycles par minute. Vous pourrez trouver des applications accessibles sur l'Apple Store, sur le Microsoft Store ou sur Android. Je vous recommande particulièrement une application qui s'appelle Respirelax Plus. Vous pourrez chercher des informations, notamment sur le web, avec les explications nécessaires pour vous permettre de pratiquer sans nécessairement être accompagné. Vous pourrez également pratiquer l'auto-hypnose, la méditation, la sophrologie. Pour certains, ce sera le yoga. Et vous pourrez faire tout ça seul ou accompagné. Si vous rencontrez des difficultés d'ordre psychologique, que vous percevez que finalement, vous vous adaptez mal à cette situation nouvelle et particulière. Si vous ressentez une souffrance ou les germes d'une souffrance, je vous conseille de ne pas attendre de vous sentir acculé pour vous faire aider, accompagner. Faites appel à des professionnels qui sont aguerris aux techniques de la thérapie brève et de l'hypnothérapie. L'hypnose est un moyen puissant de réguler les émotions. Faites appel à des professionnels du coaching des cabinets dentaires, et en particulier ceux qui seront orientés vers le management. Ce n'est pas vraiment le moment de mettre en place des stratégies qui sont purement d'ordre économique. L'optimisation de la stratégie en termes d'économie, nous l'avons vu ici, et je pense que si elle est adoptée de manière simple, elle répond à cette exigence. Adopter aussi en termes d'organisation des choses simples telles qu'on les a vues, mais vous pouvez éventuellement, si vous avez des difficultés à les mettre en place ou si vous rencontrez des difficultés dans les relations au sein de votre équipe, faire appel à ces mêmes professionnels du coaching qui pourront également vous apporter leur appui en termes de logistique.
N'oubliez pas que ce moyen a été particulièrement développé pendant cette période, mais il est particulièrement efficace, que vous pouvez utiliser les moyens de la téléconsultation, de la visioconférence pour faire appel à des professionnels, que ce soit d'ailleurs pour de l'hypnothérapie, que ce soit pour du coaching, que ça vous permet de garder la maîtrise de votre emploi du temps, de ne pas perdre de temps et d'être particulièrement efficace pour des problématiques ponctuelles. Alors, je conclurai en disant que vous avez toutes les ressources. Alors, parfois, vous pouvez douter dans des moments, de doute. Vous pouvez douter de vos capacités à mettre tout ceci en œuvre ou peut-être simplement vous imaginez que ça va être particulièrement difficile ou peut-être que douter de la résistance que vous pourrez offrir à cette situation. Sachez que si vous avez tous des structures de soins, que vous avez tous des cabinets dentaires qui sont en ordre de marche, en ordre de bataille, c'est que vous avez tous les ressources pour parvenir à vos objectifs dans ce contexte particulier. Donc, mobilisez, exploitez toutes vos ressources, ayez confiance dans vos capacités, celles de votre équipe. Envisagez cette reprise d'activité avec enthousiasme. C'est aussi le moment où vous allez retrouver ce contact humain, cette chaleur humaine dont nous nous nourrissons. Comme le disait Socrate, nous sommes des animaux sociaux. En fait, philosophiquement, il évoquait l'animal politique, mais enfin, c'est la même chose. Donc, nous avons besoin de ces contacts humains. Vous allez retrouver la chaleur de ces contacts humains. Vous allez retrouver le sens de votre métier, le sens de votre utilité sociale, sans doute aussi la passion du geste qui vous anime. Renforcer les liens avec votre équipe et vos patients, nous l'avons évoqué largement. C'est une occasion formidable de créer des liens solides et durables et profiter de cette situation pour créer des ancrages durables de changements nécessaires et profitables. C'est une fois de plus l'occasion d'effectuer ces changements. Alors, je vous citerai cette belle chose de Saint John Pierce, ne crains pas ni ne doute, car le doute est stérile et la crainte est servile. Écoute plutôt ce battement rythmique que ma main haute imprime, novatrice, à la grande phrase humaine en voie toujours de création. C'est une ode à l'action et c'est sans doute dans l'action, celle que vous avez tous probablement déjà entreprise depuis quelques jours, que vous allez trouver toutes les solutions aux problématiques qui sont devant vous. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite de tout cœur bon courage à tous. Au revoir.